Tamaka biso les bateaux za mabe c'est biso mo bon c'est sika na biso tetala on les amé ça ba to ngako bon isate batikaka bunga ko na bato ba kufate tala ko na ngoye azali mususu ye wana aliko bon c'est ça le moment ça la mana vous na biso c'est ça la mana. Bonjour chers internautes, chers téléspectateurs, je voulais dire de Netic News Télévision et bienvenue à votre émission Peuple Mokondi. Nous allons revenir aujourd'hui sur la conférence de presse tenue par le chef de l'État, mais aussi les conférences de presse tenues tour à tour par Martin Fayoulou. Voilà, l'autre c'était, je pense, un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Olivier Kamitatou, proche de Moïse Katumbi, a fait une déclaration sur le changement de la Constitution. Alors, pour approfondir ce sujet, j'ai reçu pour vous M. Mayele Jojo. Bonjour. Bonjour, cher M. Gilbert. Voilà, vous êtes politique, membre du parti politique Congo Mon Héritage. Exactement. C'est à ce titre que nous allons vous poser des questions. Vous êtes membre de l'Union Sacrée, famille politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Exactement, on l'assume, on porte cette robe à chaque fois qu'on parle de l'Union Sacrée, c'est pas caché. Alors, c'est une structure que nous avions choisie en interne, étant que parti politique. Et aujourd'hui, étant que partenaire politique du chef de l'État, en étant dans l'Union Sacrée, nous ne pouvons que soutenir et défendre les actions du président de la République. Nous le faisons dans tous les médias et grâce à Dieu aujourd'hui nous sommes avec vous. Par ricochet, je profite pour implémenter les lieux, implémenter les autorités de cette chaîne Netic News. J'ai vu les lieux, le plateau, il n'y a pas envie à d'autres plateaux. C'est un travail qualitatif que vous avez eu à fournir pour que vous mettez cette plateforme en ligne et pour que vous puissiez matérialiser. Donc on est là, comme je disais, nous portons les intérêts de la République, nous défendons nos couleurs politiques et nous le faisons avec fierté en tout cas. Voilà, Outu Koloba tout à l'heure, vous défendez les actions du chef de l'État. Le chef de l'État a pour changement de la constitution. Tout le monde qui est en conférence de presse. Et le but est que si vous avez une famille politique, tout ce qu'il va dire, vous allez dire oui et amen. Exactement. Dans un parti politique, il peut aussi avoir des avis qui sont partagés. C'est ça la beauté de la démocratie. Je ne sais pas, vous, en tant que politique, membre de l'Union Sacrée, êtes-vous pour ou contre le changement ou la révision de la Constitution? Aujourd'hui, ça fait débat. Alors, nous sommes pour les changements constitutionnels. Nous sommes partisans, très partisans. Il y a changement constitutionnel. Vous savez, il y a un philosophe italien, Vico, qui a dit que chaque société a ses réalités. Par là, je peux déduire que chaque société aussi a ses lois. Alors, lorsqu'on parle des réalités, ce sont les circonstances, les événements, les faits qui font à ce que cette société soit existentielle. En termes de lois aussi, il faudrait que les lois qui sont dans cette société corroborent avec les réalités. Du moment où les lois et les réalités ne corroborent pas, automatiquement, tout ça a un décalage. Et puis, la thèse pour un changement constitutionnel, ça se base plus sur le mode rédactionnel. Vous savez, en droit constitutionnel, lorsqu'on doit rédiger une constitution, particulièrement je rentre à la genèse de la rédaction de notre constitution, lorsqu'on doit rédiger, j'étais en train de dire qu'il y a des canaux qui sont mis en œuvre. Alors ces canaux reflètent deux modes. Il y a ce qu'on appelle les modes démocratiques et ce qu'on appelle les modes autoritaires. Alors ça reflète aussi l'identité politique d'un État. Du moment où nous sommes un État démocratique, il faudrait que la rédaction de notre démocratie rime avec les modes démocratiques. Alors, lorsque nous sommes un État démocratique, si la rédaction de notre Constitution ne rime pas avec la théorie démocratique, automatiquement, il y a une incompatibilité. Je donne un exemple pour ne pas être très théorique. Ceux qui ont rédigé notre Constitution, la question, c'est que qui a rédigé notre Constitution? Notre Constitution a été rédigée par les parlements de l'époque. L'avant-projet par le Sénat, toiletté par l'Assemblée nationale et puis présenté au peuple par les référendums. Je me base sur les personnes qui ont rédigé. Alors, les personnes qui ont rédigé sont les fruits d'un consensus politique. Les personnes qui ont rédigé ne sont pas les fruits d'une volonté populaire. Parce que dans un mode démocratique, il faudrait l'existence d'une assemblée constituante élue par le peuple. À l'époque, en 2005, nous avons eu une assemblée constituante, mais cette assemblée constituante qui tirait sa légitimité dans un consensus politique, l'accord global et inclusif, vous le connaissez. Du moment où l'assemblée constituante ne tire pas sa légitimité du peuple,
il y a un problème, il y a un pépin. Déjà, ça c'est l'approche rédactionnelle. Dès la source originelle, il y a un problème, automatiquement, cette constitution est défaillante par les biais de son identité démocratique. C'est pourquoi nous nous prenons pour un changement. Nous avons dit que la Troisième République était une république intermédiaire. Une république qui a permis à ce que nous taisons les armes, une république qui a permis à ce que nous inaugurons l'ère de la démocratie. Et maintenant, il faut une quatrième république qui va faire à ce que nous arrêtons avec le pratique des accords de dialogue et que nous inaugurons maintenant l'ère de la démocratie avec les mots de rédactionnel qui est propre à la démocratie. Donc, ce qui revient dire que si aujourd'hui le pouvoir en place arrive à changer la constitution, tu sais qu'il ne fera pas un troisième mandat, mais un premier mandat. Parce qu'on sera totalement à la quatrième république. Oui, exactement. Nous serons dans une quatrième république. Et vous verrez que en fait, le narratif troisième mandat ne sera pas debout parce que nous aurons une autre constitution qui va fixer d'autres orientations de la société, qui va fixer d'autres enjeux, d'autres organisations, et automatiquement, le président Tshisekedi ne sera pas dans un troisième mandat. Nous, ici... Bien qu'il a parlé de troisième mandat. Il a parlé parce que c'est une question brûlante. Il a parlé parce que c'est une question qui est ressurgie maintenant au sein de l'opinion. C'est pourquoi il en a parlé. Mais en termes techniques, s'il y a un changement constitutionnel, on ne parle pas du troisième mandat, on parle d'un nouveau mandat parce que les dispositions anciennes sont abrogées. Maintenant, nous sommes face aux nouvelles dispositions qui vont faire à ce que la société marche selon ces nouvelles dispositions-là, en tout cas. Alors, comment expliquer la contradiction dans le discours de Tshisekedi quand il dit, par exemple, que pas d'élection pendant qu'il y a la guerre dans la partie est du pays. Nous savons que nos provinces de l'Est, plus particulièrement celles du Nord Kivu et du Sud Kivu, je parle des Bukavu et Goma, sont occupées par la rébellion. Pas d'élection pendant que la guerre continue, mais pour le changement de la constitution pendant que la guerre continue, et il y a des contrées de notre territoire qui sont entre les mains des rebelles. Comment le régime compte-t-il intéresser aussi la population qui habite dans la ville de Bukavu, dans la ville de Goma, dans Abunagana et bien d'autres territoires qui sont aujourd'hui entre les mains de l'ennemi avant de changer la constitution? Il est pour le changement pendant qu'il y a la guerre, mais il veut les référendums pendant que ces mêmes territoires sont aussi en guerre. Il n'y a pas une contradiction? Non, il n'y a pas une contradiction. Déjà, il faudrait fixer l'opinion. Le président n'a pas dit qu'il y aurait référendum incessamment. Le président a dit que c'est une question qu'on ne peut interdire aux Congolais de réfléchir. Ça, il faut fixer l'opinion. Parce qu'il y a une certaine amalgame au sein, ou une récupération péjorative au sein de l'opinion qui penserait que le président aurait dit, vous voyez même, je conjugue le verbe constitutionnel, le président aurait dit qu'il faudrait qu'il y ait un référendum pendant ces moments. Non. Le président a seulement manifesté un souhait pour dire qu'on ne peut pas interdire le Congolais de réfléchir sur un sujet tellement pertinent que le changement... Tous les Congolais, il faut dire tous les Congolais. J'ai dit aux Congolais, quand je dis aux Congolais, c'est le pluriel. Voilà. Mais qu'en est-il des Congolais qui sont à Bukavu, à Goma et à Bunagana? Le président a dit ceci, la question des réflexions revient même à ceux qui sont à Bunagana, la question des réflexions revient même à ceux qui sont à Goma. Alors, d'où ma question, s'il faut passer au référendum, non, nous ne ces populations-là, de Goma, de Bukavu, nous ne sommes pas encore dans ces cadres-là. Ne seront-elles pas considérées? Si je dois suivre la logique du président de la République, aucun référendum sans pourtant que Goma et Bunagana et Bukavu soient récupérés. J'ai dit si je dois suivre la logique du président de la République. Parce que le président de la République a été très cohérent dans ses dires. Je vous ai dit, ici, il y a une certaine déformation de l'opinion, une certaine déformation des dires du président de la République par une corporation politique qu'on appelle l'opposition. Le président, lorsqu'il met en exergue la question sécuritaire, je pense que toute personne qui a fait les sciences sociales, les sciences apparentées à la question, aux questions étatiques, il va comprendre que l'appareil qu'on appelle l'État a une théorie de sa naissance. Autrement, on parle de théorie contractuelle de l'État. Alors, dans les théories contractuelles, il y a Rousseau, il y a Hobbes, il y a John Locke, qui disent que l'État est né sur base de l'insécurité. L'homme vivait à l'état de nature. Il aurait fallu que les hommes cèdent une partie de leur liberté à certaines personnes pour qu'en retour, qu'il y ait paix, qu'il y ait étude. Donc, si l'État est né sur base de l'insécurité. Le facteur sécurité est le premier levier de la naissance d'un État. Donc, d'où
aujourd'hui, lorsque le président Tshisekedi parle du conditionnement des élections par la sécurité, le président a raison. Le président fait recours à des notions purement doctrinales. Donc je pense qu'il revenait aussi à certaines personnes de monter leur dimension cognitive pour comprendre la communication du chef de l'État. Parce que quand le chef de l'État parle de la sécurité et des élections, le chef de l'État met sur une balance la question électorale et la question sécuritaire. Alors, tout praticien, comme je dis, des sciences sociales, c'est tout bon praticien pour expliciter, c'est que la question sécuritaire a toujours de l'avance par rapport aux questions électorales. Donc, c'est ainsi que je peux résumer. Donc, si je dois adopter une posture ou si je dois aller plus loin dans mon analyse, vous allez comprendre que le président de la République n'a pas fixé la temporalité du référendum, mais le président de la République a simplement dit, étant dans une démocratie, on ne peut pas restreindre la liberté des pensées. Parce que même un prisonnier, on peut le restreindre physiquement, mais cognitivement et intellectuellement ou dans ses pensées, dans son raisonnement, on ne peut pas les restreindre. Alors même ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont dans les zones, en général, dans les zones sous-occupées, peuvent aujourd'hui réfléchir par un stylo, par un papier, des questions qui résument, qui se lient aux questions constitutionnelles. Mais le président n'a pas donné une temporalité. Je pense que, suivant la logique du président de la République, il conditionnerait aussi, ça c'est selon mes dires, il conditionnerait aussi les référendums par la récupération des zones occupées. Voilà, en diplomatie, on dit la guerre c'est la règle, la paix c'est l'exception. Ouais. Alors, Tshisekedi, vous ne trouvez pas qu'il est en train de s'accuser parce qu'aujourd'hui, l'opposant Martin Fayulu, vous l'avez suivi, je pense, lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à la suite de la conférence de presse de Tshisekedi, il accuse le chef de l'État, Tshisekedi, d'entretenir la guerre pour s'éterniser au pouvoir. Là, vous ne voyez pas que Tshisekedi Yemoko a commis Funda pour dire qu'il n'est pas capable d'imposer ou de rétablir la paix dans la partie est du pays parce qu'il conditionne l'organisation des élections par les rétablissements de la paix, alors que c'est lui le garant de la nation qui doit rétablir la paix dans la partie est du pays. On voit comme s'il s'accuse et de notre côté, l'opposition aussi l'accuse d'entretenir la guerre. Non seulement Martin Fayulu, je suis vu aussi Olivier Kamitatou, au nom de Ensemble pour la République, qui accuse le chef de l'État ou le régime d'entretenir la guerre et s'éterniser au pouvoir. Merci pour la question. Vous savez, le président a fixé l'opinion concernant ces dires-là. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes face plutôt à des types de personnes. Comme le président l'avait dit, il y a les hommes d'État et les politiques. Alors, celui qui est politique pense à comment acquérir le pouvoir, comment le gérer le plus longtemps possible. Mais celui qui est homme d'État pense aux projections, aux générations futures, l'héritage qu'il va laisser aux générations futures. Alors déjà, lorsque vous me posez la question, il vous reviendrait en tant que journaliste par les dires et par les actions de pouvoir caricaturer les types de personnes qui sont face à nous. Quand vous citez Fayulu, vous avez cité encore Olivier Kamitatou. Pour moi, je dois caricaturer ces personnes comme des hommes politiques qui pensent simplement aux élections, qui pensent au mobile pour arriver au pouvoir. C'est de leur droit. Non, le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Est-ce que nous avons restreint la liberté de ces personnes? Non. Voilà. J'ai dit simplement, aujourd'hui, dans la classification, l'opinion est témoin, les Congolais sont témoins, parce qu'ils voient qu'il y a certaines personnes qui ne se préoccupent pas de leur bien-être. Et certaines personnes qui se préoccupent seulement des élections parce qu'ils savent que les élections ont une finalité égoïste, si vous ne savez pas. Parce que lorsqu'on vote, la première répercussion, c'est sur la personne qui est élue. Alors, c'est pourquoi je parle d'une finalité égoïste. Autant pour Tshisekedi. Autant pour, j'ai dit les élections en termes général. Alors, aujourd'hui, dire que le président Tshisekedi entretiendrait, j'ai mis même au conditionnel, le M23 et les groupes rebelles, je pense que c'est une communication ratée. Ce sont des balivernes, permettez-moi les termes, je dirais que ces gens sont en train de pérorer. Ils veulent captiver l'opinion par ces dires. Comment est-ce qu'un monsieur qui arrive au pouvoir, qui met toutes les machines en marche
pour freiner Kagame. Aujourd'hui, il démasque Kagame dans les concerts des nations, au sein de l'opinion internationale. Comment est-ce que ces messieurs vont entretenir la guerre? Par quels moyens? Aujourd'hui, M. Tshisekedi, président de la République, accuse sur le ciel, plutôt dans l'opinion, que ce soit le M23, que ce soit Kagame. Vous avez vu comment est-ce qu'il a eu à dénuder M. Kabila en partenariat avec le M23. Comment est-ce que tel monsieur peut encore entretenir le M23? Donc, c'est un discours qui manque un fondement, c'est un discours qui manque un argumentaire solide et c'est un discours politicien. Aujourd'hui, il est question de pouvoir récupérer, de pouvoir installer. Parce qu'il faudra aussi comprendre la vision de M. Tshisekedi. Le président Tshisekedi a une vision très grande concernant les zones qui sont sous-occupées ou sur la zone de l'Est du pays. En fait, le président Tshisekedi, au-delà de récupérer les zones sous-occupées, le président Tshisekedi va installer une paix durable. Parce que vous et moi, nous connaissons que c'est depuis une trentaine d'années maintenant que cette zone est frappée d'insécurité. Alors, le président Tshisekedi vient pour déboulonner un système d'exploitation illicite de nos minéraux. Il y a certains politiques, il y a certains hommes de politiques, il y a certains Congolais, certains hommes d'affaires qui ont fait de l'insécurité leur mode opératoire pour l'exploitation des minéraux. Alors, le président Tshisekedi, lorsqu'il vient, il va combattre ces modes opératoires. Vous pensez que toutes ces personnes seront contentes? Je dis non. Donc, moi, je pense que je ne me focalise pas sur cet argumentaire qui manque un fondement solide, parce que si vous demandez à M. Fayoul qui a avancé cet argument-là de pouvoir démontrer aux Congolais comment est-ce que le président Tshisekedi soutiendrait ou entretiendrait le M23 ou l'insécurité à l'est du pays, il sera incapable. Il est dit parce qu'il veut simplement manipuler et captiver l'opinion. Donc je ne suis pas d'accord. Au contraire, je suis partisan des efforts, je suis témoin des efforts fournis par le président Tshisekedi et les institutions de la République pour rétablir la paix à l'Est. Je pense que sur le front diplomatique, vous êtes en train de voir comment est-ce que le président Tshisekedi et les institutions du pays se comportent. Donc, je suis partisan d'une pacification à l'Est du pays. Je suis partisan du dire du président de la République parce qu'en termes électoraux, lorsqu'on doit élire un président de la République, il faudrait l'effectivité des territoires de la République pour avoir une légitimité plus assise. Nous avons organisé des élections dans ce pays sans Boutembo et Béni. Exactement. Et elles ont été légitimes, les autorités qui ont été issues de ces élections-là. Et aujourd'hui, vous parlez de la guerre qui dure il y a de cela 30 ans. Bateau Nabiso qui réfléchissent pensent que vous avez s'appuyer dans la durée de la guerre 30 ans. Même Tshisekedi, quand on lui a posé la question à quand le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, il dit Dieu seul sait. À quand la fin de la guerre? Dieu seul sait. Cette guerre est Roumeli plus de 30 ans déjà. Et qu'aussi là na mbalama ko boyité. C'est comme si 30 ans vous allez pendant de 1 an à 30 ans, guerre jour pour jour, année par année. Alors qu'on peut dire 15 ans de guerre, 15 ans de paix. Il y a eu des moments de paix dans ce pays sous Kabila. Et même sous Tshisekedi, au début de son mandat, 3 ou 4 ans comme ça, il y avait la paix dans l'est du pays. La rébellion du M23 et Outi sur scène. Donc il y a eu quand même des temps où il y a des conflits, où il y a la guerre. Aussi des temps où il y avait la paix sous Kabila, sous Mouzé et sous Tshisekedi. Alors pendant que la paix régnait, pourquoi vous n'avez pas équipé l'armée pour que Aïbako défendre le territoire national? Vous allez s'appuyer sur la guerre. C'est ce que vous acquis en fait. Merci. Vous avez posé deux questions qui se relient toujours au secteur de la paix. Concernant une certaine... Vous parlerez, je m'en conditionnel, d'une certaine paix qui, selon moi, est inexistentielle. Donc, je veux vous démontrer. Nous avons eu 30 ans d'insécurité jusqu'à, je crois, nous sommes à la 31e année. Nous en avons eu. Et vous parlez de la question des réformes de notre armée. Je prends d'abord la question d'une présupposée paix. Je veux vous dire que si vous lisiez, par exemple, les rapports du processus de Nairobi de 2022, on a listé, le processus de Nairobi a listé 264 groupes rebelles.
opérant à l'est du pays. 264 groupes rebelles opérant à l'est du pays. Dans les 264, si j'ai bonne mémoire, il y a 13 groupes qui sont des groupes étrangers et les restes des groupes 250 et quelques sont des groupes locaux rebelles qui opèrent en République démocratique du Congo. Alors, lorsque vous parlez de la paix fait synonyme pas de tuerie. La paix est synonyme de la quiétude. Mais si nous commençons à sillonner, prenons 94, jusqu'aujourd'hui, à l'est du pays, on tue. À l'est du pays, on viole. À l'est du pays, il y a des discriminations. Alors, déjà, si je prends ces trois vocabulaires, la discrimination, les tueries, les vols, j'ajoute encore une quatrième chose, les barbaries, je ne dirais pas qu'il y a une paix. Monsieur Kabila, que vous aviez cité les noms aujourd'hui, qui s'est rallié aux rebelles, il sait, de 2006 jusqu'il a quitté l'est du pays, il n'a pas laissé une paix. La nuance que vous devez donner, c'est sur le groupe rebelle M23. Au fait, l'existence ou la résurrection du M23 ne donne pas les tempos de la paix ou de l'insécurité. Parce qu'avant le M23, il y avait l'insécurité. Après la défection, ce sont des nuances que je suis en train de donner. Après la défection du M23, l'insécurité existait toujours. Par exemple, avec les ADF NAM ou les Codeco, ce sont des groupes que Kabila a laissés, des groupes qui existaient. Parce que je vous ai donné une statistique ici de 2022, 264 groupes. Dites-moi, ces 264 groupes sont nés quand? C'est sous Tshisekedi. 2022, le président Tshisekedi a eu les bâtons de commandement en 2019. Précisément le 24 juillet. Donc, le 24, c'était 1 juillet, je me souviens. Donc, après 2 ans, c'est 264. Et un jeudi, je voulais dire. Voilà. Après 2 ans, c'est 264 groupes qui sont nés. Non. Donc, l'insécurité était existentielle. Au fait, l'insécurité ne fait que changer des phases, elle change des dimensions. C'est là où il faudrait mettre la nuance. Mais dire que nous avons eu 15 ans de paix à l'est du pays depuis que la conquête de l'AFDEL a commencé. Jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de paix, mon frère. Il y a eu des tueries, des barbaries, des discriminations, tout ce que vous vouliez comme méchanceté ou comme atrocité, il y a eu à l'est du pays. Donc, il y a eu quand même, on doit les reconnaître, des moments de cesser le feu. Oui, où les armes se taisent, où les activités fonctionnaient normalement. Il y a eu des moments de cesser le feu. Nous l'acceptons, nous parlons. On ne peut pas dire que 30 ans durant, de la première année à la 30e année, guerre, pas de paix. Je parle de l'insécurité. À l'est du pays, depuis 30 ans, c'est l'insécurité qui bat. Quand je parle de l'est du pays, je vois les zones, le 2 Kivu, je prends l'Ituri. Quand vous prenez le nord et le sud Kivu, il y a des villes phares, il y a des secteurs, il y a des territoires. Alors, si par exemple à Goma il y a paix et qu'à Rutshuru il y a l'insécurité, est-ce qu'on dira qu'il y a la sécurité à l'est du pays? Non. Donc il y a eu. Donc vous affirmez ici, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la paix dans la partie est du pays. Ce n'est pas depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Depuis que Moïse Laurent Désiré Kabila. Depuis 94, jusqu'à maintenant. L'AFDEL jusqu'à maintenant. Voilà, maintenant moi, il n'y a pas eu de paix à l'est du pays. Mais au contraire, l'insécurité a changé de dimension. Et le processus de paix aussi parfois a connu avant le président Tshisekedi un freinage. Voilà. De 94 à aujourd'hui, il y a l'insécurité. Oui. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi l'insécurité. Exactement. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour imposer la paix dans la partie est du pays? Il a failli à sa mission en tant que garant de la nation. Là, vous m'aviez posé une très belle question, une question très pertinente. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait pour instaurer la paix à l'est du pays? Le premier mécanisme, c'est un mécanisme constitutionnel. En lisant l'article, si je ne m'abuse pas, l'article 85, le président arrive, le président constate que ces zones sont des zones de turbulence, il proclame l'état de siège. L'état de siège, c'est un mécanisme constitutionnel. On les met en évidence, on exergue pour appuyer ou apporter une certaine paix par rapport à un climat d'insécurité. Au-delà de l'état de siège, le président de la République s'est appuyé sur la branche diplomatique, cette branche diplomatique que moi et vous, nous sommes en train de voir le fruit,
La branche diplomatique a eu pour objectif, premièrement, de caricaturer la crise, de dégager les acteurs majeurs de la crise. Troisièmement, de reconnaître les responsabilités des acteurs majeurs de la crise. Vous avez vu, pas plus tard que je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines, que les sanctions américaines sont tombées sur M. Kabila. Le président Tshisekedi, il avait dit en son temps que l'insécurité à l'Est, particulièrement le M23 AFC, c'était Kabila. Mais plusieurs personnes l'ont pris comme une personne aigrie contre une personne aînée, aigrie contre M. Kabila. Mais vous aviez vu aujourd'hui avec les sanctions, on dégage la responsabilité de M. Kabila. Donc, en regardant cette démarche schématique, je vous présente ce que le président Tshisekedi a fait, parce que l'objectif de M. Tshisekedi, comme j'ai dit précédemment dans mon propos, l'objectif c'est, au-delà de récupérer les zones occupées, c'est d'imposer une paix durable. Faire de la zone du Grand Kivu, si je dois dire ainsi, une zone de quiétude, une zone économique aussi pour l'essor de la République. Donc, je vous ai montré, je vous ai parlé d'une disposition constitutionnelle qui est l'article 85 par le biais de l'état de siège. Je vous ai parlé de l'approche schématique aujourd'hui par la brèche diplomatique. Voilà ce que le président Tshisekedi a fait pour le retour de la paix à l'est du pays. Entre-temps, les sécurités continuent. Vous avez parlé de l'instauration de l'état de siège. Oui. L'insécurité continue au nord et au sud Kivu et dans les provinces voisines. Vous avez parlé de la diplomatie que vous qualifiez d'ajusson du chef de l'État. L'insécurité continue. Maintenant, toutes ces possibilités, toutes ces solutions apportées sur papier, sur terrain, on ne voit rien de concret. L'insécurité continue. Si bien qu'aujourd'hui, les États-Unis ont sanctionné Kabila, mais à quoi servent ces sanctions contre Kabila? Je peux vous parler. Est-ce que ça va changer la donne? Aujourd'hui, le matin, je pense que vous êtes journaliste d'investigation, un très grand journaliste. Il y a certains territoires d'Ituri et du Kivu qui ont été libérés par les FARDC. Les M23 particulièrement, je pense, Sangué. J'en ai dans mon téléphone. Il y a certains aujourd'hui, les matins, qui ont été libérés. Il y a le M23 qui ont bâti, qui ont fait un repli plutôt. Donc, en voyant tout ce qui s'est fait, moi je pense que c'est très positif. Vous savez, le président Tshisekedi se bat face à un système, comme je dis précédemment, un système de prédation, un système téléguidé par le Rwanda et ses acolytes. Les acolytes du Rwanda sont certains Congolais inconscients que moi j'ai nomme. Les acolytes du Rwanda sont aussi certains multinationaux qui profitent de l'insécurité pour exploiter. Alors, en regardant tout ce que je peins comme portrait robot, il est aussi normal qu'un président apporte aussi un répondant méthodologique. Le répondant méthodologique, c'est ce que le président Tshisekedi apporte. C'est que le président Tshisekedi, par le biais de la politique extérieure, s'appuyant par la diplomatie, a vu que il faut aller vers les États-Unis aujourd'hui, grande puissance. Il faut pacter avec les États-Unis, grande puissance. Il faut demander aux États-Unis de venir exploiter légalement. Parce que, vous savez, ce ne sont pas des choses à cacher. Avec l'AFDEL, il y a les régimes américains par le biais des démocrates qui ont crédibilisé, qui ont donné du moyen, qui ont acté pour l'insécurité à l'est du pays, vous le savez. Mais aujourd'hui, avec le changement de ces régimes par la prise des pouvoirs par un démocrate, il y a un changement des enjeux, un changement des paradigmes, et le président de la République profite sur cette action pour faire un partenariat stratégique. Et je pense que le partenariat stratégique a des fruits, mais seulement du moment où la guerre a perduré pendant plusieurs années, automatiquement aussi il faut apporter un répondant, comme je dis ici, un répondant méthodologique. Commencer par A et finir par B. Certainement, ceux qui sont à l'est du pays attendent un répondant direct pour impacter. L'impact, c'est la paix. Mais je vous dis, chers frères, pour déboulonner un système qui a plusieurs acolytes, plusieurs acteurs, il faudrait aussi une approche, comme j'ai dit, méthodologique. C'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Et lorsque on emploie
un répondant méthodologique, si cette méthodologie est bien fignolée, bien interprétée, bien menée, comme le président Tshisekedi le fait, automatiquement nous aurons une conclusion efficace. Et la conclusion efficace en termes matériels, c'est la paix. Donc j'assure à nos frères qui sont à l'est du pays, dont nous compatissons avec eux, que pour bientôt, comme le président Tshisekedi l'a dit, nous aurons une paix efficace à l'est du pays. Et l'est va se redéfinir comme un poumon économique pour notre pays. Voilà, puisqu'on parle de l'insécurité, ça sera peut-être ma dernière question avant de vous libérer. À la moindre escarmouche, une phrase célèbre prononcée par le chef de l'État au cours de la conférence de presse, je vous l'ai dit, qu'il a tenue. Il a présenté des excuses pour avoir dit ou formulé cette phrase-là. À la moindre escarmouche, ceux qui balent manque au caca et toucher Goma, il va réunir les parlements pour avoir l'autorisation de faire la guerre contre le Rwanda. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci. Parce que non seulement ballement rebêté qu'on a bombe bébé, Merci pour la question. Merci pour la question. Parce que sur le plan de la communication, le chef de l'État n'a pas un problème. Non, il se contredit à tout moment. Il n'y a pas à tout moment. Non, il n'y a pas de contradiction. Le chef, c'est, moi je dirais, c'est un bon communicant parce que il ne nous amène pas dans un monde utopique. Il est sur les faits, il est sur la réalité. C'est sur base de la réalité qu'il formule ses arguments. Alors, concernant la moindre escarmouche, le chef a dit le pourquoi et vous a donné la réalité en étalant le pourquoi. Le chef avait certaines informations qui étaient erronées concernant l'armée et en faisant une observation et en faisant un constat plutôt de ces observations erronées, le chef ne pouvait pas déclarer la guerre avec ces informations erronées. Donc vous voulez dire clairement qu'il y a une information. Le chef l'a dit. Et il n'a pas sanctionné en tant que chef. Mais oui, le chef a sanctionné. Qui? Le chef a... Qui est sanctionné? Je vous donne un exemple. C'est un domaine très sensible, mais il y a un ancien chef d'état-major qui est aux arrêts aujourd'hui. Il y a le chef de la maison militaire du chef de l'État qui est en arrêt. Il y a certains généraux haut gradés de l'armée qui sont aux arrêts plutôt. Parce que par sanction, qu'est-ce que vous entendez, vous? Lorsque on arrête une personne, on interpelle les gens sur base des griefs, c'est aussi une manière de sanctionner. Il y a plusieurs qui sont aux arrêts. Pourquoi ils sont aux arrêts? Parce que le chef a compris qu'il y a certains qui ont travaillé comme infiltrés, certains qui ont été infiltrés comme informateurs, il y a certains qui ont été comme déformateurs des informations sur le terrain. Et aujourd'hui, ils sont aux arrêts. Regardez un peu comment est-ce qu'il y a. Vous savez, le chef est très sage. Une institution comme l'armée, on ne peut pas faire une réforme brutale. Ce n'est pas une institution administrative. C'est une institution qui tient l'intégrité territoriale. Alors, l'agissement d'un militaire et d'un administrateur, c'est différent. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'il faut adopter une approche concernant la réforme, on peut adopter une approche brutale pour une administration, mais pour une armée, il faut adopter une approche séquentielle, une approche schématisée. C'est ce que le chef a fait et c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous avez vu les arrestations en cascade de plusieurs généraux. Je pense que vous l'aviez vu. Ces choses qui sont vraies. Et pourquoi il y a ces arrestations en cascade? Parce qu'il y a des soupçons, des trahisons, des traîtrises, tout ce que vous vouliez. Et aujourd'hui, il y a un travail qui est fait au sein de l'armée. Il y a une restructuration, il y a un toilettage systématique qui est fait. Question de nous donner une armée de qualité. Pas une armée structurelle seulement. Il faut donner une armée de qualité par le biais de la ressource humaine. Très bien, messieurs Mayele et Jojo. Cette émission touche à sa fin. Merci. Votre mot de la fin avant de clôturer? Je vous dis merci pour la flexibilité. Merci pour la qualité de l'émission. Parce que ce n'est pas chaque jour on se présente dans de tels plateaux. J'aimerais aussi, comme c'est Nétique News, j'aimerais simplement mettre en lumière certaines institutions du pays. Il y a aujourd'hui l'École nationale de la territoriale qui est là. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la décentralisation. Nous sommes en train de voir, parfois, on traite des agents de la décentralisation comme des incompétents.
c'est pas parce qu'ils sont incompétents, parce que certaines personnes sont ignorantes de leurs attributions. Mais aujourd'hui, nous avons l'École nationale de la territoriale, qui est une institution affiliée au ministère de l'Intérieur, qui est là pour former, encadrer tous ces agents de la territoriale. Question d'éviter les conflits, question de bien introniser les agents de la territoriale sur la gestion de la décentralisation. Et par ricochet, je salue Madame Munganga Bernadette, qui est l'une des ténors de cette structure, qui se bat à corps et âme pour vulgariser cette structure. Donc, merci pour votre accueil. Ça a été la première fois de prester ici. Je pense que ça ne sera pas la dernière. La dernière fois. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers internautes de Netic News Télévision. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission.